Starsky nanana. Bah alors, Vous savez, c'était ils n'ont jamais peur de rien. C'était les surnoms de Pasqua et Pandro à l'époque. Ça vrai, m'en souvient très très bien. Parce C'est que vrai, c'est on vrai, les c'est appelait vrai. les jumeaux diaboliques aussi, mais Ouais. plus sympathiquement. Ah ben ça Starsky remonte Hutch. quand même. On Ah est ben en ça quelle remonte. année là, 86 ouais, c'est ça. Ça hein. dépend, ça dépasse. Ouais, ça dépend, ça dépasse. Les vraies voix sur Sud Radio avec celle qu'on imaginerait bien en gendarmette sexy, Françoise Ah, Degois. moi je me verrais bien commissaire de police. J'aurais adoré Ah, non. être flic à Non, l'Antigan. non, moi. non, non, J'aurais non. adoré Non, ça. non, non. J'aurais démantelé vos réseaux, Non, bordés. non, il y a déjà le commissaire David qui est là, oui, absolument. Le magistrat Binger, évidemment. Ah. Et Cyprien Pézeril, qui n'est rien de tout ça, mais il sera peut-être quelque chose un jour. Agent On de la verra. circulation pour le moment. On va Voilà, le mettre à c'est la pas mal. circulation. Lui, voilà. il a son avenir devant lui. au moins. Absolument, Et vous absolument. avez une matraque? Oh bah lui, bien sûr, tu penses bien. Lui, Faites c'est le chef. attention, vous, à ce que vous dites. hein. C'est le patron Voilà. du Quai d'Orsay, le gars. C'est ça, Il ouais. trône sur Notre son débat, bureau. les amis, est beaucoup plus sérieux que sérieux. nos Du Quai d'Orsay, bêtises. des orfèvres du Quai La d'Orsay. manif des policiers, tous syndicats confondus contre les conditions de travail, le manque de moyens, les policiers malmenés avec la crise des gilets jaunes ces derniers mois. On vous pose cette question, respectez-vous de moins en moins les policiers? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Cyprien Pézeril. Eh bien, c'est toujours aussi serré, 51-49. Un commentaire, par exemple, celui de Marc Herchtal. À cause du comportement de certains policiers ces derniers mois, ils ont malheureusement baissé dans mon estime. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Pascal Dramp, ancien commandant de police, auteur de Flic, un métier qui tue aux éditions Nestor, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Merci de m'accueillir d'être sur avec votre nous dans plateau. les vraies voix sur Sud Radio. François Grosdidier, sénateur LR de la Moselle, est également avec nous. Bonsoir. Comment ça va avec ce Bien, bras en avec un écharpe bras fracturé, ça Hein n'empêche pas de parler. Bon, c'est bien, c'est C'est bien. pas dans le mal, non cadre. Ça fait un peu mal. Pas dans le cadre de l'opposition politique, monsieur du le tout. sénateur. Je m'en Pas rassure. du tout. Ah En bon, vacances, Genre du en Sénat, voile. tu imagines au Sénat. Chers fait amis, jamais. On a La glissé moquette sur la épaisse, moquette. même en cas de chute. Chers amis, avant de vous donner la parole, quelques gilets jaunes ont manifesté contre les policiers tout à l'heure à Paris. Je dis bien quelques gilets jaunes parce qu'il y avait 22 000 policiers, il y avait du monde dans la rue. Il faut quand même le reconnaître, c'est une réussite a priori cette manifestation. Mais quelques gilets jaunes étaient là, dont le premier d'entre eux, j'ai envie de dire, un certain Éric Drouet. C'est Petit lui. face-à-face tendu, on écoute. On est venu contester aussi qu'il y a beaucoup de violence chez les policiers, même s'ils ne sont pas tous à mettre dans le même panier aujourd'hui, ils acceptent quand même ce que font leurs collègues, donc on était venu manifester contre ça aussi. Ouais. C'est un peu simple de venir manifester depuis 10 mois, ils acceptent des ordres qui sont complètement illégaux et ce serait bien qu'ils manifestent aussi contre les violences policières que font leurs camarades sur le terrain, parce que c'est bien beau, mais bon, même si ceux qui sont dans le commissariat, jamais de problème avec eux, ça s'est toujours très bien passé, ils manifestent pas trop contre ce que font leurs camarades et les ordres qu'ils acceptent sur le terrain. Donc lors de la rencontre qui a été brève, on va dire que les sifflets des deux côtés ont été particulièrement copieux. Pascal Dramp, après ce que vous venez d'entendre dans la bouche d'Éric Drouet, et puis cette passe d'armes avec les sifflets, si je puis dire, puisque c'est comme ça qu'ils ont communiqué, donc évidemment ça n'a pas été très loin. Quelle est votre réaction ? Écoutez, on peut comprendre sa réaction. Maintenant, c'est une méconnaissance quand même des services de police. Je citerai un exemple qui est passé sur un 20h de TF1, je crois, à la mi-janvier 2019, où l'on voit un commandant de police perdre les pédales, qui s'en prend pied et poing envers un manifestant. On voit très bien qu'autour de lui, une réaction des policiers. Ces hommes le séparent. Maintenant, reste à savoir, et c'est pour ça qu'il ne faut pas généraliser, ce commandant de police, quel était son problème. Je connais les problèmes internes dans mon ancienne institution, parce que ce sont les raisons pour lesquelles lui a franchi le pas. Maintenant... Et j'en ai pris à un gilet jaune, donc, voilà, c'est ça que alors, il n'avait vous pas décrivez. Alors, dans les images de l'époque, il n'a pas de gilet jaune. Il est fort vraisemblable qu'il s'agit d'un casseur. Ouais, enfin, bon. Quand bien même, on voit l'intervention des fonctionnaires de police qui sont certainement sous ses ordres, le séparer. Donc les policiers ont fait leur boulot. Ben, pour moi, oui. Oui, Maintenant, on ne peut pas faire d'un cas personnel une généralité. François Grosdidier, quand vous entendez ce qu'on vient d'entendre, vous réagissez comment ? J'ai du mal à le supporter, à l'accepter, parce qu'on ne peut pas mettre en parallèle, les policiers, et qui ont toujours exercé une force légitime pour répondre, à des agressions,
face à des manifestations qui n'étaient pas les manifestations du bon vieux temps de la CGT, de la FNSEA. On avait au milieu de manifestants qui pouvaient être sincères, mais complètement désorganisés, manifestant sans autorisation, toute une bande de casseurs professionnels qui venaient pour en découdre, et finalement avec la complicité des plus passifs qui parfois les protégeaient. Et pour la première fois, la police a eu à faire face à des gens venus pour en découdre et parfois même pour tuer, qui étaient noyés dans la masse de manifestants. Donc si même la doctrine du maintien de l'ordre a dû changer, c'est parce qu'on a eu un contexte totalement nouveau avec ces manifestations de Gilets jaunes. Et qu'on ne pouvait pas laisser, comme ça avait été le cas dans les premières manifestations, des délinquants cassés devant des forces de maintien d'ordre qui étaient passives, parce que jusqu'à présent, leur mission était toujours de contenir, de ne pas laisser déborder, mais de ne pas intervenir à l'intérieur du mouvement. Dites-moi quand même, bon, la délinquance et les délinquants dont on parle, les Black Blocs, c'est une chose, mais pour revenir à la question, c'est-à-dire est-ce que vous respectez ou non aujourd'hui les policiers ? Est-ce que le manque de respect, il n'est pas un peu à double sens quand même aujourd'hui ? C'est-à-dire, est-ce que d'un côté, il n'y a pas un manque de respect, effectivement, envers les policiers ? C'est une réalité. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque de respect de certains policiers envers certains manifestants ? La police a plutôt fait beaucoup de progrès en matière de déontologie. C'est très fortement enseigné. Il y a des rappels, la hiérarchie le rappelle systématiquement. Donc, ils sont conditionnés pour respecter la déontologie. Dans le même temps, sur ces dernières décennies, on a vu quoi ? Une contestation systématique de l'autorité. Même les maires, même les sapeurs-pompiers, ont aujourd'hui devant eux des citoyens de plus en plus irascibles qui contestent la notion même d'autorité. Donc, il faut le replacer dans ce contexte. Et les citoyens ne leur demandent d'autorité et de protection que quand ils sont en difficulté ou face aux événements terroristes. Donc, je partage tout à fait ces propos. J'ajouterai quelque chose. Vous pensez bien qu'un policier, il est pas programmé pour affronter des gens. Il est programmé pour les sauver. Il est programmé pour préserver leur intégrité. Il n'est pas préparé pour affronter des gens. Les manifestations, elles étaient peut-être plus gentillettes autrefois, mais enfin, il faut être là. C'est pas la première fois qu'il y a des Black Blocs. Il y avait déjà des Black Blocs au premier mai. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Mais c'est pas possible, ça ne peut pas aller que dans un sens, la conversation. Justement, mais c'est ce que je vous dis. Laissez-moi terminer. On ajoutera une contradiction. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Ce que je veux vous dire, le policier, déjà, lui, imaginez, il n'a pas envie de se battre sans arrêt. C'est compliqué. J'ai fait du combat, je suis allé aussi sur le terrain. Croyez-moi que quand vous terminez une bagarre sur le terrain, sur une interpellation, derrière, vous avez envie de vous reposer. Hein. Enfin, pardon, mais le attendez, je n'ai pas terminé. Rapidement, on parle des CRS, ça vous mélangez tout. Non, je ne mélange absolument pas. Ça veut dire que la BAC est venue prêter main forte aux CRS. Les CRS, c'est les professionnels du maintien de l'ordre. Mais laissez-moi terminer. Les CRS, c'est les professionnels du maintien de l'ordre. Oui, mais pour les casseurs, il faut la BAC. Les CRS, c'est pour les manifestants. Alors, là, vous parlez que dans un sens. Maintenant, non, pas du tout. Si, parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Alors, d'accord, il y a forcément une erreur quelque part dans une intervention d'un policier. Parce que le policier, il n'est pas, vous le savez très bien, on va tous être d'accord. Un policier, lorsqu'il naît, il n'a pas d'uniforme sur le dos. Il est fait comme tout le monde. Et donc, il réagit comme un humain. Même si, surtout... Oui, mais après, il est formé quand même. Attendez, alors, il est formé. Maintenant... La plupart des policiers respectent les revendications des Gilets jaunes. Je suis d'accord, ils font même partie, ils habitent dans les mêmes quartiers, ils ont des salaires souvent très bas, et ainsi de suite. J'ai été chef d'état-major, j'ai commandé jusqu'à 300 personnes. La moitié de mes effectifs avaient des problèmes financiers. Il faut le savoir. Donc, alors, ce que je veux dire par là... Oui, parce qu'on voudrait comprendre. Voilà, mais c'est simple. Si vous me laissez terminer, je vais y arriver. Allez-y, vous avez la parole. Parmi les Gilets jaunes, il y a des mouvements, il y a des gens, monsieur le disait, qui viennent pour casser. Mais bien sûr, mais ça, on sait qu'on ça, c'est pas la peine de refaire mais ça vous embête. Mais ça m'embête pas du tout. Intervient sur écoutez, je n'en tiens pas rigueur aux Gilets jaunes, c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas que dans un seul camp. Oui, parce que j'entends votre subtilité, c'est vrai. Parce que moi, je comprends très bien qu'un gilet jaune qui n'est pas venu pour casser se laisse embarquer dans une agression envers un policier ou en train de casser. Je le comprends, je vais vous dire pourquoi. J'ai assisté à des bagarres générales dans le cadre de mes interventions. Mais je peux vous dire que si je mettais un coup de poing, par exemple, dans une discothèque parce qu'il fallait intervenir, tout le monde mettait des coups de poing.
c'est un phénomène qui est compréhensible. Oui. Donc ce que je veux vous dire, c'est pareil. Voilà, c'est pareil pour les gilets jaunes. Alors très rapidement, l'un et l'autre, parce que que le manque de respect, il vient aussi, de certains politiques. Enfin, quand on revoit l'affaire Mélenchon, par exemple, les images que ça renvoie contre les policiers, c'est quand même pas rien, non? Je sais pas si vous en pensez l'un et l'autre. Si je puis me permettre, et je l'ai annoncé ce matin chez Morandini Live, moi je vous dis clairement, si j'avais été à la place du policier, je le répète, Mélenchon prenait un atémi et je le menottais devant tout le monde. Parce que là, c'était une attitude violente envers le policier. Au-delà de ça, une fois qu'on a dit ça, moi, vous savez, je pense que vous dressez quand même un tableau assez... Je voudrais terminer. Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Juste une dernière chose. 73% des Français apprécient les policiers. C'est le dernier sondage ELAB, et il est excellent. Il est paru la semaine dernière. Donc l'idée générale que les policiers sont devenus une sorte de bouc émissaire de la population, ça n'est pas vrai. 73% des Français. Quand même, Deuxième chose, vous n'allez pas m'expliquer. Moi, je respecte absolument les forces de l'ordre. Vous n'allez pas m'expliquer que 24 personnes qui ont perdu un œil, des mains arrachées, des centaines de blessés. Quand vous ramassez une grenade par terre, ça vous arrache la main. Bien sûr, c'est ça. Le policier n'y est pour rien. Mais François, allez, on va poursuivre le débat dans un instant. Vous ne pouvez pas nier que ça a débordé. La manif des policiers, tous syndicats confondus contre les conditions de travail, le manque de moyens, les policiers malmenés avec la crise des gilets jaunes. Respectez-vous de moins en moins les policiers. Résultat 50-50. 50-50, à tout de suite. Christophe Bordet. J'ai embrassé un flic entre nations et j'ai embrassé un flic. Les vrais voix sur Sud Radio, on essaie de s'entendre, c'est pas facile. La manif des policiers, tous syndicats confondus contre les conditions de travail, le manque de moyens, les policiers malmenés avec la crise des gilets jaunes. Et on vous pose cette question, respectez-vous de moins en moins les policiers? 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Cyprien Pézeril. Eh bien, les auditeurs sont aussi divisés qu'ici dans le studio, 50-50. Je me sens bien seul, tiens, on pour est dire 80-20 là, dans le studio. Par exemple, oui, on est à 90-10 même. Disons que moi, je pèse le double. Ah non, François, est-ce que vous avez pu dire un peu plus? Est-ce qu'on peut laisser les auditeurs s'exprimer, notamment sur les réseaux sociaux? Par exemple, Paysan 47 qui nous dit que même si certaines images violentes sont très choquantes, Castaner, Nunez et Macron ainsi que les forces de l'ordre méritent le respect. Michel Dutarn nous dit aussi, ce ne sont pas les policiers qui sont responsables, mais les donneurs d'ordre. D'accord. Ouais. Alors, on va débattre de tout ça. Pascal Dramp, ancien commandant de police, est donc avec nous, auteur de Flic, un métier qui tue aux éditions Nestor. François Grosdidier, sénateur LR de Moselle, est également avec nous. Personne n'est d'accord, vous l'avez remarqué juste avant la publicité. Moi, je voudrais poser une question toute simple. Quand on dit un flic, c'est un métier qui tue au propre et au figuré, j'ai envie de dire. Parce que quand même, 52 suicides de policiers depuis le début de l'année. Un suicide tous les, grosso modo, 5 jours. 3 fois plus de suicides que chez les pompiers. La première des causes, c'est le manque de soutien. Et quand on dit manque de soutien, c'est quoi? C'est le manque de soutien de l'État, de la hiérarchie, et les syndicats disent aussi de la justice qui n'applique pas la loi. Est-ce que vous êtes d'accord, mon cher Binger? Alors, merci de me donner la parole, mon cher Christophe. Vous, l'ancien magistrat. Non. Est-ce que oui ou non, la justice fait son boulot et aide les policiers? Répondez déjà à cette question dans l'ordre. Non, mais c'est pas j'aimerais, vous répondez dans l'ordre. Si vous ne répondez pas, on arrête le débat. Vous prenez mon temps de parole. Alors, allez-y. Alors, laissez-moi parler. Allez-y. Je respecte l'institution policière, mais ça ne veut pas dire que je la respecte dans n'importe quelle situation. Je la respecte parce que globalement, elle accomplit remarquablement son travail. Mais je ne savais pas qu'on allait parler que de l'opposition avec les gilets jaunes. Je pensais qu'on allait répondre à une question générale. Les violences... C'est ce qu'on va faire. Les violences qui ont été accomplies par les policiers, la plupart du temps, dans ces samedis insupportables, en face des gilets jaunes, ont été légitimes. Ça ne veut pas dire que je discute avec cynisme les blessures des gilets jaunes. Il y a eu quelques violences illégitimes des fonctionnaires de police. Je sais que les enquêtes durent trop longtemps, François. Bon, mais ça, c'est le coup de la justice. Non, mais ça, un jour, il y aura des renvois. Mais j'espère qu'il y aura des renvois. Donc, j'ai le plus grand respect pour l'institution policière et je regrette que dans la plupart des situations, au-delà des gilets jaunes, elle soit trop souvent présumée coupable. Alors, moi, je regrette sur l'institution... Merci, Christophe. La souffrance et le manque de respect. Faire le chèque après. Non, parce qu'en réalité, ce qui ne va pas du tout dans cette crise des gilets jaunes, c'est qu'à un moment donné,
donné, on a laissé ce face-à-face mortel entre des manifestants et des policiers. Mais tout ça, on l'a compris. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est maintenant qu'il faut régler la question. Moi, je pense d'abord il faut régler la question du respect financier, des moyens, des salaires. Eh bien, voilà. Parce que je crois que, franchement, mais bien, voilà. ça, c'est quand même le nerf de la guerre. C'est là-dessus que je voudrais venir. Mais avant, je voudrais qu'on réponde à une question, si c'est possible. Est-ce que oui ou non, aujourd'hui, la justice fait son boulot et soutient en quelque sorte les policiers dans leur travail? Moi, j'en sais rien. Mais c'est ce que disent les syndicats. Ils disent que non, la justice fait pas son boulot. Je n'êtes pas tous en même temps non plus. Je n'ai jamais été emballé Pourquoi tu cries? Par l'attitude d'une partie de la magistrature à l'égard de la police. Je considère qu'il y a eu parfois, dans le cadre procédural, une sorte de légère condescendance d'une partie de la magistrature, pas forcément du syndicat, mais au-delà du syndicat, qui considérait qu'elle avait l'esprit propre en face de policiers qui avaient nécessairement les mains sales. Mais en revanche, je discute absolument les manifestations des policiers qui viennent dire la justice est laxiste, qui est une absurdité. Donc, Pascal Drand, voilà, j'ai répondu à la question. Oui, Françoise, vous voyez que je ne suis pas contre vous. Tout à l'heure, vous avez parlé des sapeurs-pompiers, etc. C'est-à-dire que par la violence... Non, mais aujourd'hui, tout ce qui représente l'autorité, de toute façon, est dans la cible. Voilà, là, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais on doit rélégitimer ses fonctions et ça passe par de l'argent, par exemple, moi, je pense. Là, nous parlons, dans un premier temps, je vais vous répondre, si vous me permettez, sur l'argent de suite après l'intervention de monsieur. Allez-y. En ce qui concerne la réponse pénale, vous doutez bien que s'il n'y a pas de réponse pénale adaptée et qu'il n'y a pas de mesures donc dissuasives, les gens vont continuer à agresser, à cracher sur la police. Et là, j'interviendrai, si vous me permettez, après, sur d'autres problèmes internes à la police qui vont vous faire comprendre pourquoi on n'est pas accepté non plus à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, on est déjà bien souvent maltraité. Maltraité par la hiérarchie, donc. Tout à fait. Bon. J'en ai fait partie. Je peux te croire que sur les 300 hommes que je commandais en Guyane, aucun n'était mal dans sa peau. J'ai considéré tout le monde et j'ai récompensé tout le monde. Sur l'argent, récemment, M. Macron a récupéré, je crois, 2 milliards d'euros relativement à la fraude. On a des outils, on parle ici, je vois ce matin avant d'intervenir sur le plateau de Morandini. Oui, mais là vous n'êtes plus chez Morandini, vous êtes dans les vraies voix sur Sud Radio. Là, vous perdez du temps de parole en répétant. Oui. Et je vois l'une des revendications sur les problèmes matériels et de moyens de la police. On a des outils pour aller chercher de l'argent. On a des outils. Non, mais pourquoi vous parlez ça? Non, la question, c'est on met du rapport de force. Oui, mais l'argent, c'est vous qui avez parlé d'argent. Oui, d'accord, mais c'est pas ça. Je vous remets ce qu'on disait surtout, c'est que les policiers aujourd'hui, quelque part, sont mal payés. Effectivement, il faudrait changer les choses. D'ailleurs, attendez, vous n'êtes pas tout seul à avoir la parole. François Grosdidier est venu, il n'est pas venu pour rien non plus. Je voudrais rapidement, parce qu'effectivement, on a toute une série de problèmes qui créent aujourd'hui ce malaise des policiers. Alors, dans les problèmes qu'on peut avoir, il y a effectivement d'incompréhension avec la justice, l'hostilité d'une minorité de magistrats, notamment de la magistrature, la condescendance d'un plus grand nombre, et puis une culture différente. Les magistrats sont plus loin, d'ailleurs, ils doivent être plus hauts, c'est leur fonction, et ils ne sont pas nécessairement sur le terrain, ils ne partagent pas cette condition. Ensuite, cela vient d'être dit, il y a un problème même de management dans la police qu'on ne trouve pas dans la gendarmerie. Absolument. Dans la gendarmerie, il y a une camaraderie. Le général de gendarmerie va considérer le brigadier ou même le gendarme auxiliaire comme un frère d'armes, comme un camarade, alors que entre les plus hauts commissaires et les gardiens de la paix, on ne se considère pas toujours comme des collègues. Dans un cas, c'est des militaires, dans l'autre cas, des fonctionnaires. Voilà, et il y a effectivement le management à revoir. Ensuite, il y a les moyens, dans les deux. Oui, c'est gendarmerie. Quand on a des voitures qui ont en moyenne 7 ans d'âge, sur des centaines de milliers de kilomètres, 250 000, 300 000 kilomètres. Le contrôle technique s'il n'était pas sérigraphié. Je veux dire, on a un vrai problème. Moi, j'ai visité les gendarmes les logements insalubres des gendarmes de Satori. J'ai visité des commissariats complètement indignes. Alors, c'est la traduction de 10-15 ans de retard, 20 ans de retard d'investissement. Oui, et puis je vais vous dire, à la défense de la justice, je voudrais dire que le seul ministère qui est en pire état matériel que l'intérieur, c'est la justice. Mais ça remonte, je veux dire, en aval, en amont sur l'ensemble. Vous déprimez encore davantage. François Grosdidier, non mais vous avez raison sur le constat. Mais enfin, le constat, on peut dire aussi que Nicolas Sarkozy, quand il était au pouvoir, a quand même sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Alors, puisque vous me lancez là-dessus, milliers de policiers qui ont été supprimés, 13 000. Vous avez raison. Alors, des milliers, oui et non.
Oui, parce qu'effectivement, il a baissé les effectifs avec la RGPP, Révision générale des politiques publiques, après les avoir augmentés sous le dernier mandat de Jacques Chirac pour compenser les pertes de la réduction du temps de travail. À sa décharge, c'était une époque où les chiffres s'amélioraient plutôt, même parfois de façon artificielle, je le concède, mais on n'avait pas non plus, paradoxalement, toutes les manifestations sociales qu'on a eues sous Hollande et sous Macron. Et il a réduit d'abord les forces de maintien de l'ordre qui apparaissaient plutôt sous-employées à ce moment-là. C'est pas pour autant, à l'époque, j'avais prévision contre cette réduction. Il faut savoir aussi, je parle devant le magistrat, que policiers et gendarmes, qui sont 250 000 en France, passent les 2/3 de leur temps aux tâches procédurales et administratives. Beaucoup plus que dans les autres pays. Et que dans la réforme de la procédure pénale, quand on est à peine à la numérisation, quand on veut pas aller vers l'oralisation, quand ils passent leur temps, les 2/3 de leur temps, à faire du boulot de sténodactylo pour des documents qui ne seront pas nécessairement lus, on a aussi ce problème. Donc il y a des problèmes de fond qui doivent être réglés par une volonté politique. Merci. Je suis désolé, mais le temps passe trop vite et malheureusement, ben oui, quand on est long, parfois on perd du temps. Je voulais dire qu'il y a aussi le problème individuel des policiers. On n'a pas parlé dans les revendications du harcèlement moral dans la police. J'en ai été victime en fin de carrière et ma femme a fait une tentative de suicide. Elle est actuellement harcelée. Ouais. C'est aussi l'une des causes. Alors, les problèmes de management, on parle de problèmes de matériel, mais le problème humain est bien plus important. Puisque vous parlez de ça, et très rapidement, s'il vous plaît, le plan Castaner pour lutter contre le suicide des policiers avec un psy au téléphone numéro vert, c'est bien ou pas? Ça suffit? Non, ça suffit pas, bien entendu. Il y a une réforme en profondeur à faire. C'est mieux que rien. C'est bien, mais il y a les causes beaucoup plus en amont que c'est un commencement. Voilà, évidemment. Allez, on aura l'occasion, évidemment, de redébattre de ce sujet qui enflamme un petit peu tout le monde, si je puis dire. La fin de notre débat dans les vraies voix. La manif des policiers à Paris, tous syndicats confondus contre les conditions de travail, le manque de moyens, les policiers malmenés aussi avec la crise des gilets jaunes. Et on vous pose cette question, les policiers sont-ils de moins en moins respectés? Résultat définitif sur les réseaux sociaux, Cyprien. Eh bien c'est le non qui l'emporte de courte tête, 51%, vous êtes 51% à nous dire non, je respecte de moins en moins les policiers. Eh ben voilà, allez, à tout de suite dans les vraies voix sur Sud Radio avec les infos. Eh oui, chers amis, les vraies voix sur Sud Radio, bien évidemment. Elles ont toujours adoré les vraies voix, leur instituteur ou leur institutrice. Françoise Degois, Philippe Bilger, Philippe David, Cyprien Pézeril et bien sûr le plus sage d'entre nous, DJ Pif. Notre tour de table de l'actualité, on va le commencer avec le jeune Bilger. D'accord. J'ai toujours rêvé d'être Harrison Ford. Je crois qu'il est déjà ivre-mort. Oui, parfaitement ordinaire. Excellent. Votre pensée va trop vite pour moi. Je suis décartonné. Sortez-moi de là. On peut dire que vous êtes bien sans tomber dans la flagornerie. Sortez-moi de là. Et voilà, c'est la fête à Bilger. Bravo. Eh oui, voilà. C'est comme pour la fête de Françoise tout à l'heure. Excusez-moi, Philippe Bilger écartelé, je demande à voir. C'est la Saint-Bilger. Quoi? Mais il a dit dans le son, je suis écartelé. Mais tu peux imaginer. Bah oui. Est-ce que tu peux m'expliquer d'où vient ce fantasme? Il y a un truc chez toi sur l'écartèlement, la Parce qu'un jour on avait sodomie. fait le mot du jour sadomasochisme. Il y a sûrement un truc qui va nous expliquer. Je suis écartelé, par exemple, entre le bon et le mauvais bordel. Voilà. Non mais ça c'est vrai, il y a les deux. C'est vrai, effectivement. Dr Jacques Chirac, ils étaient Janus. 50 et finalement chez Bordet c'est pareil, mais chez vous aussi Bilger. J'ai été écartelé On a tous entre plusieurs la personnalités. période d'avant-août et d'après-août. Voilà, par exemple. Bon, Françoise, tiens, est-ce que vous vous souvenez d'un instituteur ou d'une institutrice formidable que vous avez eu dans votre enfance? Je m'en souviens très bien. Dans mon petit village de Beausilène, il y a 260 habitants. C'est dans la vallée d'Argelès-Gazost. Toi, tu connais très bien. C'était classe unique. Oui. Et donc, j'avais 5 ans, et puis ça allait jusqu'au CM2. Et mon instituteur s'appelait Monsieur Lousteau. Mais c'était vraiment l'instit comme j'aime. C'est-à-dire la blouse grise, c'est mon rêve. J'ai encore ce fantasme républicain. Ah, t'aimes ça, les blouses? Ah, moi, j'adore. Les blouses grises. Le blouse grise, le drapeau, on se lève quand l'instit arrive, le drapeau français. Même si on pouvait nous apprendre à chanter la Marseillaise, moi, je signe tout de suite. Et Lousteau était assez sévère quand même. Mais et pourtant, vous gardez un bon souvenir. Je garde un bon souvenir parce qu'il avait une capacité, t'imagines, animer une classe de
maximum qui va de 5 ans à 10 ans en faisant le cours pour tout le monde. Je trouverais ça vraiment incroyable dans ce petit village des Pyrénées. Moi, j'étais dans un collège à Montargis où je suis arrivé à l'âge de 5 ans et il y avait un couple formidable, le couple de Vaux, dont je garde un souvenir le couple ça de Vaux. Il ne fallait pas donner le nom, mais on dirait que tu ne connais pas la maison. D'autant plus attendri. Ça casse toute la belle plus histoire. attendri que j'avais... Non mais c'est dingue. Pourquoi on dirait que tu connais pas la maison. Pourquoi tu as donné le nom de ces gens? Oui, mais c'est tellement bête. J'ai pas pu penser qu'on ferait ça. Mais oui, Lousteau, je me disais que t'allais dire Lousteau, donc. Attendrissant, parce que le tendron de veau. Il évitait. J'avais le cafard quand j'étais tout petit au collège. Et ils étaient là. Pourtant, ma mère était extraordinaire. Et vous ont bien aidé. Voilà. Bravo, Christophe. Non, mais il comprenait tout. Enfin, il y a une forme de tout à coup de pudeur, de délicatesse qui surgit chez moi. Oui, mais c'est parce que je connais aussi un peu votre enfance et c'est très touchant. Ah, mais c'est très beau ce que vous venez de dire. Vous allez parler de Coutras. Philippe David. Un instituteur ou un prof ou une institutrice? Ah ben ça dépend. On voit bien. Pourquoi vous avez l'œil qui brillait là? Non, parce que j'ai eu une institut qui était très sympa. Elle s'appelait Madame Bruel. Rien à voir avec Patrick. La mère de Patrick. Non, rien à voir avec Patrick. Et c'était une institut. Et c'était vraiment une institut dont je garde un bon souvenir. C'était de mémoire en CE2. Et pourquoi? Parce qu'elle était plutôt compréhensive, etc. Pourquoi? Non, mais moi j'aime pas cet terme mystérieux que tu prends. Elle était pédagogue. Voilà, quand on comprenait pas, elle répétait. Ça allait bien pour ça. Mais vous êtes enthousiaste en général, Philippe. Non, mais là vous êtes à l'air démoniaco-dépressif. Parce que là, c'était il y a plus de 40 ans et c'est de la nostalgie qui ressort. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi. Faites attention, il va pleurer. Mais moi aussi, tu nous renvoies dans des trucs qui nous font flipper, en fait. Je revois ma salle de classe il y a 45 ans. Je vais dire que le temps a passé vite. Moi, c'était pas une belle période pour moi. Ouais. Objectivement. Moi, c'était pas génial, mais c'était tellement beau. T'imagines un peu la maison, l'école qui était dans la mairie. C'est chez ça, moi. oui. L'école qui était dans la mairie, sur la colline. Chez moi, c'était pareil. Entouré de montagnes. Quand il neigeait, on allait en ski, c'est-à-dire que on nous traînait. Il y avait. Je suis sûr que t'allais skier à Otakam à l'époque. Non, il n'était pas ouvert Otakam encore. Christophe, votre fameux professeur. Moi, elle s'appelait Madame Cablot. Cablot. Oui, absolument, Madame Cablot, oui. Et Cablot. Elle est toujours là, elle est toujours en vie, en pleine forme. C'est bien elle qui Elle a 87 ans, elle est en pleine forme. Vous aviez refusé de faire quelque chose pour Madame Cablot. Oui, non, mais je vais pas le rappeler encore, ce fameux cours de maths que je voulais pas faire. Mais il faut que ça devienne mythique. Oui, bon, j'ai reçu une baffe, ça a tout décoincé, j'ai eu 9 sur 10. Voilà, c'était bien quand même. Hein. Tu te souviens formidable. Vous vous souvenez quand on allait chercher des marrons dans la cour et puis ils nous faisaient dessiner les marrons pour les billes. Les billes. Avec les tunnels. On jouait avec les billes. Et le boulard, avec le boulard. Le calot. Et le calot et les Allez, chers amis. Une directrice d'école, et ça c'est beaucoup moins drôle, une directrice d'école se suicide la semaine dernière en Seine-Saint-Denis, mettant en cause dans une lettre d'adieu les conditions de travail, les relations de plus en plus difficiles avec les parents d'élèves, la paperasse, l'administratif de plus en plus lourd. Alors question, éducation nationale, faut-il craindre de plus en plus de suicides? On vous attend pour en parler bien sûr à 18h30, c'est le grand débat des vraies voix. 0826 300 300. Je vous dis à tout de suite dans les vraies voix sur Sud Radio et on démarrera véritablement le tour de table de l'actualité dans quelques secondes. On a perdu beaucoup de temps pour ne rien vous cacher. À tout de suite. Les vraies voix sur Sud Radio, c'est reparti avec le tour de table de l'actualité. On commence avec Philippe Bilger. Christophe, je ne me moque pas de ces appels de personnalités au sujet de plein de thèmes ou de combats politiques à mener, mais je commence à être un petit peu agacé parce que je me demande s'il n'y a pas une sorte de narcissisme collectif. Là, c'est un appel pour l'hôpital. Oui, c'était dans le Parisien ce matin, aujourd'hui en France. De ces personnalités. Et je me demande si, paradoxalement, en créant une sorte de pipolisation de la vie politique, est-ce que ça ne permet pas à l'État de se décharger de ce qui relève de sa mission essentielle? Le commun des citoyens a compris depuis longtemps que l'hôpital va mal. Et le pouvoir, aussi malfaisant qu'il soit parfois, sait aussi que ça va mal. Et donc je me demande si cet appel de personnalité n'est pas une sorte de snobisme
culturello-médiatiques, politico, si j'ose dire. Non, mais il y a des acteurs, des chanteurs, enfin, c'est pas la première fois. Je le dis avec précaution, hein, je ne suis pas péremptoire dans ce domaine. Ouais, je suis assez d'accord parce que puis quel intérêt ça a. Vous savez, c'est comme ce qui m'a toujours fait marrer, moi, les comités de soutien des artistes à la présidentielle, tu vois. Je suis assez d'accord. Quelle efficacité ça peut avoir? Je pense que ça n'a plus aucun sens en réalité. Si quelqu'un prend la tête d'une croisade à titre personnel, ça a encore du sens. Balasco qui s'engage par exemple pour le logement, on pense qu'on veut de Josiane Balasco, mais c'est son combat. C'est personnel, c'est personnel, etc. Après, je suis assez d'accord avec toi. Là, en plus, ce qui est formidable dans l'histoire, c'est qu'on s'aperçoit que cette lettre qui a été signée par des chanteurs, des comédiens, des acteurs ce matin dans Le Parisien, cette lettre a été rédigée par le collectif Interhôpitaux. Donc il y a tout intérêt évidemment à continuer de faire passer son message de colère, etc. Ça, c'est normal. Non mais ça veut dire quoi? Ça veut dire de toute façon que ces gens qui ont signé, à la limite on leur aurait dit signer les yeux fermés, ils l'auraient fait aussi, peu importe le message qu'il y a à l'intérieur. Non mais c'est vrai, c'est un peu gênant, c'est un peu gênant quand même, c'est un peu gênant. Allez Françoise, qu'est-ce qui vous marque dans l'actualité? Moi je suis assez frappée par ce qui est en train de se passer sur Éric Zemmour, hormis le fait que évidemment j'ai écouté son discours dimanche qui était au-delà du raisonnable, au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'était vraiment un appel à la guerre, les colonisateurs. Enfin, c'était complètement dingue. En plus, je l'ai trouvé assez pathétique dans son éloquence, dans sa façon. Et c'est tellement vrai que les plus grands adorateurs il n'était pas très bon. Hein. Non, plus que ça. Et les plus grands adorateurs de Zemmour avaient toutes les peines du monde en fait à le défendre et samedi et dimanche et lundi. Je suis frappée d'avoir ce hashtag qui paraît. Je suis Zemmour. Honnêtement, les gens qui défendent Zemmour au nom de la liberté d'expression, je le comprends. Sauf que là, il a passé un cap. Il a réussi à être encore plus excessif que Zemmour lui-même. Il arrive à dépasser Zemmour, dépasse Zemmour. On a atteint là un niveau dans son discours d'abord qui est mauvais, qui est pas argumenté, une espèce de diarrhée verbale. Pour moi, je vais peut-être un peu loin dans ce que je dis, mais moi je le ressens comme ça. Que lui, non, je le ressens comme ça. Honnêtement, on peut débattre. Zemmour fait partie du débat entre guillemets intellectuel français. Là, ça a été très loin et je ne comprends pas ce hashtag. Je suis Zemmour. Je ne comprends pas qu'on puisse le défendre sur ce discours. Tiens, Philippe David et Philippe Bilger, vous pensez quoi de ce hashtag? C'est sûr, pas possible. Parlez pas tous en même temps. Pardon. Comme tu veux. Non mais c'est sûr qu'il a été outrancier, ça c'est clair. Cependant, j'écoutais Elisabeth Lévy ce matin avec Virginie Martin et sur Sud Radio. Et il n'y a pas de raison de lui interdire de s'exprimer. Il faut le contrer argument par argument. Non, le racisme, c'est pas une opinion, hein, c'est un délit. Donc là, on frise. Le discours de dimanche, si tu l'as bien entendu, on frise. Moi, qu'on mette en avant le fait qu'il a été condamné pour dire il peut plus parler. Bah alors à ce compte-là, Le Pen n'aurait jamais dû parler. Jean-Marie, condamné pour tout, du rafour crématoire, inégalité des races. Non mais tu comprends ce que je veux dire? Certain. Non mais le problème avec le discours de Zemmour dimanche, le problème numéro 1, c'est quoi? On se dit, la première chose que l'on peut se dire, c'est il dit ce qu'il veut, il est rien. On peut se le dire. Il est rien, il représente rien. Il n'est pas élu. Il représente que lui-même, il n'est pas élu, etc. Sauf que, il a entendu, effectivement, il a entendu par 2000 personnes qui sont dans une salle, il a entendu par tout un tas de Français qui regardent une chaîne de télé en particulier et qui ensuite est entendu aussi, il a entendu parler sur les autres chaînes de télé, de radio, etc. De personnes, bon, voilà. Donc le problème, il est là. C'est-à-dire que ce que l'on entend, ça peut influer, ça peut influencer. Oui, et quand il dit à un moment, qu'il appelle les jeunes Français à se battre, etc. C'est fou. On se dit, il suffit qu'il y ait une âme un peu faible, qui prenne un fusil de chasse ou autre chose, peu importe, et puis tout d'un coup, qui aille canarder je ne sais qui, je ne sais comment, et on a un drame. Je rappelle que le dingue a été complètement influencé, qui a flingué tout le monde en Nouvelle-Zélande, a été complètement influencé par la théorie du grand remplacement de Renaud Camus, dont Zemmour s'est emparé, et Marion Maréchal, c'est la première fois, moi, que j'entends une femme politique s'emparer de façon idéologique de cette question du grand remplacement, publiquement, pardon. Mais après, il y a une inquiétude dans certains quartiers. On a des auditeurs qui appellent parfois entre une inquiétude et qui disent on est inquiet parce qu'on n'en peut plus. Voilà. Entre une inquiétude légitime et la guerre, prônée par Zemmour, c'est pas possible. Zemmour, je considère qu'il est trop intelligent et talentueux pour qu'on ne lui dise pas la vérité. En ce qui me concerne, j'ai écouté, il y a un moment où l'outrance de la pensée, le paroxysme du verbe,
peuvent créer des désastres. Lorsqu'il compare le régime d'aujourd'hui à Staline, c'est tout de même une aberration. Goebbels. Et alors, c'est la première fois que là, évidemment, une enquête a été ordonnée par le parquet de Paris et où j'ai très peur parce qu'il est difficile de dire qu'il n'y a pas une provocation à la discrimination. Mais je suis frappé de voir à quel point beaucoup de gens continuent à soutenir ce type de discours qui nous est apparu. Nous ne partageons pas les mêmes opinions avec François. Mais là-dessus, on est d'accord. Comparer le système médiatique à Goebbels, on sait ce que c'est Goebbels. On recommence les discours de Goebbels. C'est l'artisan, le concepteur de la solution finale. Je pense que l'empathie... Ah non, c'est pas Goebbels, la solution finale, c'est Himmler. Mais c'est Himmler, c'est pas ce que j'ai dit. C'est le metteur en scène de la solution finale. C'est le maître de la communication du régime nazi. Je pense que l'atmosphère de la salle l'a absolument décuplé, si j'ose dire, Zemmour. Là, il y avait quelque chose où il n'était plus gouverné par la lucidité. Oui, mais c'est dangereux. Il est dangereux, alors. Mais par une sorte de volupté de la frénésie. Ça, c'est très dangereux. Allez, Philippe David. Alors, la nouvelle est tombée juste avant l'émission. L'OMC a donné raison aux États-Unis contre Airbus. Ah bon ? Avec une plainte, les Américains peuvent nous taxer à hauteur de 7,5 milliards de dollars annuels sur des produits européens parce que l'OMC a considéré que Airbus, suite à la plainte des États-Unis, touchait des subventions de l'Europe. Alors, ce qui est vrai. C'est concurrence. Bien sûr. Airbus touche des subventions remboursables. Quand Airbus lance un nouvel appareil, ils ont des aides qu'ils remboursent. Et alors Airbus a porté plainte, l'Europe a porté plainte contre les États-Unis parce que les Américains sont beaucoup moins regardants sur les subventions du Pentagone, les budgets militaires américains qui sont plus de la moitié des budgets militaires de la planète. Top secret, Philippe. Oui, mais c'est pas de la subvention. Non, mais on est d'accord, c'est la subvention c'est la subvention déguisée, mais on peut pas y toucher. Mais les Américains disent ça, c'est pour notre sécurité. C'est secret défense, bien sûr. On ne peut pas y toucher. Et j'en ai marre. 2 poids, 2 mesures. Là. Voilà, 2 poids, 2 mesures. Et j'en ai marre qu'on soit les dindons de la farce. Que rappelons que Airbus a été ouvrir une usine aux États-Unis, absolument, pour assembler des avions. Air France a acheté des Airbus qui vont être fabriqués au Canada et aux États-Unis, selon le cas, les Airbus série 200, qui sont des avions canadiens au départ. Et je trouve ça scandaleux de voir qu'une fois de plus, sous les dictats américains, mais on va attendez, baisser juste notre une chose, les Airbus fabriqués aux États-Unis ne vont pas tomber sous le coup de cette affaire. Les Américains vont dire, maintenant, toutes les commandes des compagnies aériennes américaines, elles ne sont plus fabriquées en Europe, elles sont fabriquées ici. Alors, comme toutes les commandes des compagnies aériennes chinoises pour la famille A320, elles sont fabriquées où ? En Chine. Et on se demande bientôt ce qui va nous rester comme emploi à Toulouse, Hambourg et compagnie. Oui, enfin bon, en même temps, on est quand même assez protégé parce qu'il y a quand même le savoir-faire. Moi, je suis d'accord avec vous qu'il y a quelque chose qui colle pas avec Airbus. La réalité, 2 poids 2 mesures. Mais je pense que la France peut se défendre. Même l'OMC, c'est une décision qui peut être cassée. Mais là, il y a une plainte d'Airbus contre les subventions. On va bien voir en tout cas ce que ça va donner évidemment dans les prochaines heures. Dans un instant, le grand débat des vraies voix. Une directrice d'école se suicide la semaine dernière en Seine-Saint-Denis, mettant en cause dans une lettre d'adieu les conditions de travail, les relations de plus en plus difficiles avec les parents d'élèves, la paperasse, tout l'administratif. Question, éducation nationale, faut-il craindre de plus en plus de suicides ? On vous attend au 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Cyprien Pézeril. Eh bien, vous êtes 82% à dire oui, il faut craindre de plus en plus de suicides dans l'éducation nationale. Eh bien, on va en débattre dans quelques secondes dans les vraies voix sur Sud Radio avec nos invités. À tout de suite.